le chapitre précédent, nous venons de vous parler de la résonance et des effets considérables qu'elle est susceptible de produire, même à de grandes distances, comme c'est le cas dans les transmissions radioélectriques dont nous avons cité divers exemples. Il convient maintenant d'expliquer comment ces actions à distance peuvent se produire, car si nous voulons prendre la peine de réfléchir un peu, nous ne pouvons pas concevoir que l'on puisse constater de pareils effets, comme par exemple des réceptions d'ondes radioélectriques, de radioconcerts, de télévision à des milliers de kilomètres de distance, s'il n'existe pas, entre le poste émetteur et le poste récepteur, un agent susceptible de transmettre ces ondes, et en quelque sorte de leur servir de véhicule. C'est de cet agent que j'ai dénommé dans mes ouvrages antérieurs l'universion, que je voudrais vous entretenir dans ce présent chapitre. Il est évident en effet que les théories classiques de la gravitation de Newton et celles plus modernes de la relativité d'Einstein resteraient parfaitement inexplicables sans l'existence d'un agent de transmission physique. Bien d'autres phénomènes comme l'attraction du fer et de certains métaux par l'aimant, les attractions et les répulsions à distance des corps électrisés, les transmissions radioélectriques auxquelles nous faisons allusion à l'instant, la propagation dans les espaces célestes de la lumière du Soleil et des astres, et enfin, l'apparition de nouvelles radiations extrêmement pénétrantes qui sillonnent tout l'espace, suppose la présence d'un milieu impondérable, doué d'une élasticité parfaite, capable de servir de support à ces actions et à ces phénomènes, et d'une force universelle dont les effets se font sentir jusqu'à l'infini. Ce milieu impondérable, que les physiciens dénommaient éther, sans le définir, je l'ai appelé universion, mot formé de deux termes, univers et ion, pour indiquer d'abord qu'il remplit tout l'univers, et ensuite qu'il se trouve également dans les espaces intermoléculaires et intraatomiques des corpuscules élémentaires qui composent toute matière, tels que les ions, les électrons, les protons, les neutrons, les positrons et autres particules que la physique moderne ne manquera certainement pas de découvrir. Il y a une dizaine d'années, j'ai émis pour la première fois cette idée de l'universion dans un ouvrage qui porte ce nom, et je me suis efforcé de montrer le rôle capital joué dans l'univers par ce réservoir d'énergie primordiale qui est en même temps une substance immatérielle, infiniment subtile, intangible, impalpable, qui non seulement sert de véhicule à tous les rayonnements et à toutes les ondes, depuis les infiniment petites jusqu'aux infiniment grandes, mais qui encore constitue un réservoir d'énergie formidable et d'où proviennent toutes les forces et tous les mouvements dont l'univers est le siège. À présent, cette notion d'universion a évolué, surtout depuis que les travaux sur les ondes cosmiques ont mis en évidence, par des expériences aussi nombreuses qu'indiscutables, ces énergies radiantes considérables qui sillonnent les espaces interplanétaires et dont les effets se font sentir jusqu'au fond des lacs les plus profonds. Je vais d'ailleurs revenir un peu plus loin sur cette question si troublante des ondes cosmiques qui ne sont pas autre chose que mon universion. C'est en effet l'universion qui règne sur l'infiniment grand comme sur l'infiniment petit. À lui est dévolu le rôle de maintenir les astres à leurs distances respectives et sur leur trajectoire immuable dans les profondeurs infinies de l'espace sidéraux, aussi bien que d'assurer au sein de l'atome la rotation perpétuelle des électrons autour du proton. Mais l'universion ne nous apparaît pas seulement comme l'agent général de transmission de tous les mouvements vibratoires, lumière, électricité, magnétisme et autres. Il doit être également, par la force des choses, la promatière idéale dont dérivent toutes les substances qui tombent sous nos sens. Tout corps, en effet, d'après les plus récentes découvertes, est composé d'atomes et chaque atome à son tour est formé d'un noyau central, ou proton, à charge positive, autour duquel gravitent sur des orbites bien déterminées des grains élémentaires d'électricité négative ou électrons. Or, protons et électrons ne sont en définitive que des condensations de l'inversion, c'est-à-dire des systèmes d'ondes électromagnétiques, comme je l'ai montré dans mon livre « La matière ». Personne, en effet, aujourd'hui, ne nie plus le lien étroit qui existe entre les corpuscules et les ondes, puisque les substances radioactives
émettent à la fois des rayonnements de nature corpusculaire, constitués les uns par des protons et les autres par des électrons, et des rayonnements formés par des ondes pures, comme le rayonnement gamma. En outre, certains physiciens, comme Lord Rutherford, ont pu, en soumettant certaines substances à l'action de rayonnements doués d'une grande énergie, en opérer la transmutation, ce qui confirme encore le lien étroit existant entre la matière et le rayonnement. Mais la plus brillante confirmation de l'existence de l'universion nous a été donnée par la découverte des ondes cosmiques ou radiations ultra-pénétrantes, indiquées pour la première fois par le physicien français Nodon, puis par Rutherford et McLennan, et étudiées par les astrophysiciens, en particulier Göckel et Colorster. Le premier de ces savants, Göckel, en s'élevant en ballon, constata que cette radiation était plus intense à 4000 mètres qu'au niveau du sol. D'autres expériences indiquèrent qu'à 9000 mètres d'altitude, elle était environ 8 fois plus forte qu'au niveau de la mer. Millikan et Bowen, notamment, reprirent ces mesures jusqu'à 15 000 mètres d'altitude d'une part, puis à 3450 mètres d'autre part, dans les montagnes rocheuses au fond du lac Muir. Sous 30 mètres d'eau, l'intensité de la radiation suffisait pour décharger encore l'électroscope. Ils démontrèrent que cette radiation traverse plus de 37 mètres d'eau, ce qui est au point de vue de l'absorption équivaut à 1,80 m de plomb. Elle était donc 100 fois plus pénétrante que les rayons X les plus durs. Actuellement, on arrive à déceler ce rayonnement à travers 11 mètres de plomb. Depuis, ces ondes ultra-pénétrantes ont fait l'objet d'études extrêmement poussées de la part de physiciens de premier ordre. Rossi, au congrès de radiobiologie de Venise, a pu, en présence de nombreux délégués, dont je faisais partie, faire tourner devant un large cadran l'aiguille d'un compteur qui indiquait par des chiffres le nombre de corpuscules cosmiques arrivant sur l'appareil enregistreur dans un temps déterminé. Bennett, d'autre part, a pu même calculer le nombre d'ions produits par une gerbe de ces rayons, nombre qui est 7 fois plus élevé au sommet de certaines montagnes qu'au niveau de la mer. D'autres ont même réussi à photographier ces gerbes, ainsi que les trajectoires de corpuscules cosmiques, ce qui a permis des découvertes du plus haut intérêt. En effet, la photographie de ces rayons, déviés sous l'action d'un champ puissant, a montré que parfois la déviation se produisait en sens inverse de ce qu'elle aurait dû être pour un corpuscule électrisé négativement. Et comme le calcul montre que cette particule a la même masse que l'électron négatif, on en a déduit qu'il devait exister des électrons positifs ou positrons, découverte qui, au point de vue de l'étude des radiations et de la constitution de la matière, est d'une importance capitale. Les travaux les plus récents, et notamment la communication présentée au Congrès de physique de Londres en octobre 1934, ont mis en évidence parmi ces radiations cosmiques 2 sortes de rayonnements. Les rayons durs, ceux que l'on rencontre dans les couches supérieures de l'atmosphère, et par conséquent la radiation très pénétrante qui existe dans l'univers interastral, et les rayons mous qui proviennent de l'ionisation de l'atmosphère par les rayons durs et qui produisent les rayonnements secondaires. Dans l'atmosphère, naturellement, les rayonnements sont moins forts, car non seulement l'air, mais encore la lumière en absorbe une partie assez importante. Ces rayonnements secondaires, en se matérialisant, donnent naissance à toutes les substances chimiques existant sur la Terre. C'est donc à cette universion ou à ces ondes cosmiques que nous devons tout ce qui existe dans l'univers et par conséquent sur notre globe. Puisque l'universion est la cause de toute force, de tout mouvement, de toute matière, on peut le considérer comme la cause de tout l'univers et de la vie même. Dans mes ouvrages antérieurs, j'ai longuement expliqué la pensée-vibration et la survivance grâce à l'universion. Mais je m'en voudrais d'aborder dans ce livre des questions métapsychiques qui sortiraient du cadre strictement physique et physiologique de cette étude. Je ne puis m'étendre plus longuement ici sur ce sujet de l'universion que j'ai déjà traité en détail dans mon ouvrage qui porte ce nom. La théorie de cette énergie universelle et incommensurable que j'ai énoncée dans cet ouvrage il y a bientôt 10 ans et qu'on appelle actuellement ondes cosmiques et rayonnement pénétrant a fait de tels progrès depuis cette époque qu'elle est passée de l'hypothèse à la réalité.
L'on est même arrivé à identifier ces ondes, à mesurer leur longueur d'onde et à photographier leur trajectoire. Le professeur Millikan de l'Université de Pasadena aux États-Unis a montré au Congrès international de physiciens tenu à Qom en 1927 que le potentiel générateur de l'onde cosmique la plus faible qu'il ait pu mesurer atteint le chiffre impressionnant de 60 millions de volts. C'est donc actuellement une réalité démontrée et je suis heureux de l'avoir entrevue dès 1923. C'est pourquoi j'insiste auprès du lecteur pour qu'il approfondisse et assimile cette conception de l'inversion, car cette notion nous servira fréquemment par la suite à expliquer très simplement tous les phénomènes que la nature, qui est l'être le plus mystérieux du monde, propose à notre sagacité. Grâce à l'inversion et à la résonance, on peut expliquer toute vie, toute matière, toute énergie et tout mouvement. Je suis persuadé qu'après avoir longuement médité sur l'inversion, le lecteur comprendra la portée considérable de cette nouvelle notion qui explique tout l'univers. Je me rappelle à ce sujet la réflexion que me fit un jour, en 1927, un célèbre savant de l'Institut Pasteur avec qui je travaillais. Après avoir lu votre ouvrage, L'Universion, me dit-il, je suis convaincu que la réalité de vos notions de l'inversion sera démontrée physiquement, car j'ai cherché à expliquer grâce à lui et à l'oscillation cellulaire tous les grands problèmes de la biologie qui est resté jusqu'à ce jour mystérieux. Or, chaque fois qu'on donnait une explication d'un phénomène, les autres phénomènes ne cadraient pas avec elle. Mais depuis que j'ai lu l'inversion, j'ai constaté que tous les phénomènes biologiques s'accordent avec lui. C'est donc le critérium de l'exactitude de votre théorie. Eh bien, vous verrez qu'expliqué par l'inversion, la TSF et la radiesthésie deviennent d'une grande limpidité. Mais avant d'aller plus loin dans cet ordre d'idées, nous devons vous démontrer la théorie de l'oscillation cellulaire, celle de la matérialisation, ainsi que l'existence des ondes cérébrales. C'est ce qui fera l'objet du chapitre suivant, consacré à l'oscillation cellulaire.